Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. On peut passer à notre dossier. Spécial Voilà. crowdfunding, parce que le crowdfunding c'est trop bien. On en parle beaucoup et on s'est dit, c'était l'idée de Nighty, si je dis pas de bêtises, que ce serait sympa de faire un dossier sur, au final, le crowdfunding dans la littérature. C'est quoi? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas plus intéressés que ça ou qui se sont dit ils vont chercher leur livre à la librairie, c'est has-been. Non, je rigole. Non, c'est juste que du coup, mais d'où sortent toutes ces éditions absolument magnifiques et tous ces goodies que Nighties ramène tellement que Typo ne sait plus où foutre ses propres affaires. D'ailleurs, j'ai ouï dire que éventuellement, le prochain à quitter l'appartement pour faire de l'espace, ce serait Typo lui-même. Donc, voilà, juste pour que vous sachiez comment on détruit un ménage, il est temps de vous expliquer comment on dépense des sous pour le faire. J'adore ton intro. Voilà, merci, c'était totalement improvisé. C'est pas très poli, mais du coup, je vais commencer pour introduire le truc. Donc, on se concentre. Je vais juste poser le contexte, puisque le crowdfunding, c'est un sujet très large, puisqu'on pourrait en parler honnêtement pendant des heures, vu qu'il concerne énormément de choses. Moi, je suis malheureusement pour mon portefeuille un super backer, c'est-à-dire que j'ai plus d'une centaine de projets backés rien que sur Kickstarter. Je ne parle pas du reste, parce que les chiffres deviennent alarmants. Et au bout d'un moment, je vais me prendre une lettre des impôts très très vite sur mon cul. Donc, le crowdfunding, on a choisi comme périmètre de le limiter à la littérature fantastique et aux jeux de rôle. Vraiment, et le côté purement livre, du coup, vu que c'est ça. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est un peu le principe de l'émission. Donc, voilà. Donc, pas de crowdfunding sur des jeux vidéo, pas de crowdfunding sur des jeux de plateau, de la musique, voilà, il y a plein de trucs, pas de crowdfunding sur des livres de cuisine, de gastronomique qui sont quali comme ça. Ça aurait pu, hein, mais voilà, on n'a pas défini ça parce qu'ils sont moins goodisés. Voilà. Donc, voilà. On va se concentrer sur ce thème-là pour des thématiques communes, parce que je trouve qu'au final, les crowdfunding de littérature fantastique et de jeux de rôle se ressemblent beaucoup, avec juste, j'ai envie de dire, une échelle très différente. Les jeux de rôle étant beaucoup plus gros. Là où on a vu, j'ai dit tout à l'heure, pour les petits livres avec quelques goodies, on est sur du 1500, 4500 €, avec du jeu de rôle qui peuvent atteindre 200 000, 250 000 € niveau budget. On n'est pas sur le même type de gamme, mais on n'est pas non plus sur le même niveau de distribution. Et le jeu de rôle va débarquer avec 4,5 kg de goodies. Voilà. Donc, mais c'est pas la même échelle, mais c'est le même principe que vous pouvez appliquer à de la littérature autre, roman classique, romance, BD, graphique, tout ce que vous voulez, et que vous pouvez appliquer après à tout et n'importe quoi, séries, films, musique. Donc vous avez une base sur ces thèmes-là, et après, ça s'étend. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Donc, en gros, je vais vraiment faire un truc bateau de chez bateau parce que c'est pour le replay. Hein. Donc, le crowdfunding, de manière très basale, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Le premier point que j'ai identifié de manière un peu partiale, c'est la notion de financement. On va séparer en deux parties. Première partie, on va parler des crowdfunding, des circuits, des auteurs qui veulent rentrer dans le circuit traditionnel, mais qui ne sont pas des Marc Lévy. Aucun avis négatif sur Marc Lévy. Jusque Marc Lévy, si je le prends d'exemple, c'est fait exprès. C'est un auteur à succès qui sort beaucoup de livres, qui a une très grande production et qui est suivi par des maisons d'édition qui le soutiennent. J'ai presque envie de dire que c'est un écrivain qui a un système presque d'usine, vu qu'il produit un livre, et que je pense que tout son système, tous ses contacts font qu'il a un système vraiment de déploiement qui peut être comparé à sortir un nouveau modèle de voiture. C'est un système qui marche, mais qui est suivi par des instances qui l'aident énormément dans la création, le côté artistique, le déploiement. Là, on va parler plutôt de ce qu'a présenté Native plus tôt, avec des gens qui demandent un financement de 1500 €, parce que eux, ils n'ont pas les moyens de payer un dessinateur, ils ont besoin d'aide pour un imprimeur. Tout à fait, voilà, exactement. Quelqu'un pour réviser, éventuellement un professionnel pour réviser la maquette, pour faire un premier bon à tirer, etc., etc. Voilà. Donc, ça permet de concrétiser un projet d'un auteur sans céder sa vision aux logiques commerciales des grandes maisons.
qui, eux, vont avoir des standards. C'est un peu comme le cinéma. Hein. Donc, il finance sa création, conserve ses droits et choisit le format, la longueur, l'angle narratif qui servent réellement son univers à lui, à l'auteur, j'entends. Pour la fantasy, alors j'ai noté pour la SF, là j'ai dit fantasy jeu de rôle, je mets la SF dedans un peu quand même. Même si j'ai vu moins de projets de SF, ou pas du tout d'ailleurs. Mais ça doit exister. Hein. Ouais. Donc, ça signifie pouvoir publier notamment des sagas longues, NetEase nous le prouve parce qu'elle nous suit les gammes quand même, hein, des récits hybrides ou même des thèmes marginaux qui auraient été éventuellement écartés des comités éditoriaux un peu classiques. Ce modèle permet aussi de donner aux petites maisons la possibilité de proposer des tirages limités ou des éditions spéciales, sans prendre de risques financiers disproportionnés. Notamment, ils peuvent s'appuyer sur l'engagement des lecteurs. Comme on l'a vu, pour le premier projet à 1 500 €, il était réussi. Et il y en avait un, le deuxième à 3 000, il y a 97%. Ouais. Donc voilà, c'est l'engagement des lecteurs. Et puis souvent, les gens qui packent ce genre de projet, c'est des gens qui consomment tout de suite. Et ça permet d'avoir une validation de marché immédiate. C'est-à-dire que si le public soutient le projet, l'auteur sait qu'il y a une demande pour son univers, et du coup, il sait s'il va pouvoir produire une suite. Un projet qui est mort dans l'œuf, c'est rare qu'on puisse assurer la gamme. Voilà. Ça, où tu le réinventes et tu le reproposes plus tard en one-shot. Exactement. Tu essayes de faire autre chose. Et en parlant, on en parlait tout à l'heure, mais les petites maisons d'édition, édition limitée, genre Echo. Voilà. Et je voulais en faire quelques-uns de temps en temps, j'en ai mis de côté. Et ça permet d'avoir ce genre de choses. Hein. Ou, si je vous cite un de mes exemples côté JDR, pour un projet qui n'est pas un projet de grosse maison, alors qui a été au final soutenu par une grosse maison à la fin, ce qui est une dinguerie, mais si je prends Black Powder and Brimstone, qui ne quitte pas mon bureau tellement j'adore ce bouquin, je veux dire, c'est un livre qui est fait à 90% d'artwork. Il faut du soutien pour sortir un bouquin pareil. Il faut des fonds. Alors, coup de bol, l'auteur est le dessinateur lui-même, mais il avait besoin de soutien financier pour assurer que son livre puisse soutenir, des imprimeurs, du glaçage. Et en fait, c'est au final, pendant le projet, qu'il a eu le soutien de la maison mère qui gère Morkborg, qui lui a dit « ton projet, il est cool, viens, on te donne des sous. » Parce qu'il y avait une communauté qui avait suivi le projet. Et ça, c'est cool, c'est une success story. Hein. C'est trop bien quand ça se passe comme ça. Donc c'est vraiment, vous trouverez énormément d'auto-édition, clairement, sur tout ce qui est crowdfunding, et quelquefois des petites maisons d'édition qui veulent faire un truc particulier. C'est des maisons indépendantes souvent, hein, des petits trucs. Oui. Vous n'allez pas trouver des Brajlon, hein, c'est pas vraiment le Caucus en font peut-être. Hein. Ils peuvent en faire peut-être, mais ils font plutôt des campagnes de précommande, les grosses maisons d'édition. Oui. Vous pouvez avoir des goodies aussi dans ces campagnes de précommande, mais ils n'ont pas besoin de crowdfunding pour exister. Non, je n'en trouve pas à la première vue, vite. Bref. Du coup, l'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'il vous permet directement, comme j'ai dit, d'avoir un attrait auprès de votre communauté et d'interagir avec elle. Dans le sens où la campagne, ça devient un espace vivant, où l'auteur va partager ses étapes, ses choix créatifs, ses coulisses. Il va transformer ses lecteurs en partenaires investis qui vont suivre son projet. Ça permet de nourrir la fidélité. Les contributeurs se sentent écoutés, impliqués. Ça facilite une promotion beaucoup plus organique, qui est même plutôt liée au projet plutôt qu'à un organisme de communication. Et ça permet de mobiliser pour les tomes suivants. Excusez-moi, je crois que mon chat fait des conneries. Au-delà du marketing, ces échanges permettent d'affiner le world building en testant des éléments, éventuellement, donc des personnages, des lieux ou des scénarios, et en récoltant des retours qualitatifs qui sont au final précieux pour l'auteur, puisque quand vous lancez votre bouquin à grande échelle, s'il n'a pas été validé par les éditeurs, ça peut se casser la gueule très vite. Donc, vous tissez ainsi une relation, ça crée une base durable. Au final, les consommateurs deviennent les ambassadeurs de votre prochain projet. Et ils vont se retrouver comme nous, là, à discuter, à dire « ce Kickstarter-là, il a l'air vachement cool, ou cette pilule-là, il est vachement cool, j'ai le tome 1, venez avec nous, et puis hop, bouche à oreille. » C'est clairement le cas de, par exemple, Axel Colo, où j'ai fait le Ulule de Grimoire et Chaussettes, que j'ai adoré lire. Derrière, elle a sorti la précommande de son nouveau bouquin en dehors d'un Ulule. Elle l'a vraiment sorti à part, que j'ai acheté et que j'ai hâte de lire. Et elle a annoncé un tome compagnon de Grimoire et Chaussettes qui s'appelle Grimoire et Potimarron, qui sera en Ulule au mois de mai.
Voilà. Ça continue comme ça. Et je deviens une cliente fidèle de cette autrice, par exemple. Tout à fait. Bah ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Donc, vous financez... Problème de casque. Problème de casque réglé. Vous financez du coup des auteurs et eux, ils vont essayer d'être transparents sur leurs limitations, leurs coûts, leurs méthodes de production. Souvent, je vois rarement le cas, souvent ils essaient de rémunérer de manière beaucoup plus honnête les dessinateurs, les intervenants visuels, les intervenants techniques, les imprimeurs, ils essaient de prendre... J'ai déjà vu des trucs où ils mettaient l'emphase sur le fait qu'ils veulent des intervenants locaux. Voilà, oui. Ça peut être une démarche si elle vous parle. Donc, j'ai noté illustrateur. Tu parles parce que je crois que je t'entends pas. Ouais, je me disais bien, j'ai un problème de casque. Tu m'entends plus? J'en profite pendant que tu règles ton souci. On voit souvent sur les pages Ulule les diagrammes qui expliquent la répartition du budget sur le projet, avec 15% pour le distributeur, pour l'imprimeur, 20% pour l'illustrateur, etc. On voit souvent ces diagrammes-là qui sont très parlants, très visuels, très transparents pour les personnes qui participent, ce qu'on voit très très peu sur les livres du commerce. Même si une maison d'édition, je ne sais plus son nom, je vais vous retrouver ça, a commencé à détailler les prix avec la répartition pour l'auteur, pour l'imprimeur, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus transparent sur la partie sur les Ulule. Je retrouve ça, c'était la maison d'édition qui fait ça. J'en profite, ça peut vous intéresser. Non, je ne veux pas ça. Non, j'arrive pas à trouver le truc. Attendez. C'était la maison d'édition Burnout, qui est un peu plus transparente au niveau de ses tarifs. Ça reste un choix intéressant pour un nom de maison d'édition. Oui, hein. Out comme le mois d'août, pour info. Ça va. Ok, je pensais à autre chose. Voilà. Oui, du coup, j'ai récupéré mon son, pour info. Yeah. Bon, voilà, vous avez compris. Je sais pas si tu as lu la suite ou pas, mais du coup, voilà. La transparence des auteurs et des créateurs, surtout, fait que ça renforce le sentiment de confiance et le sentiment de communauté. Et pour les cas des beaux livres, comme ce que nous présente Neytis, ça renforce au final le lien vers l'objet. Oui. Et du coup, ça facilite la collaboration et c'est bénéfique pour les projets, pour tous les projets futurs de l'auteur. Si le premier projet réussit, souvent les projets d'après réussissent aussi. Éventuellement, je te laisse parler des éditions embellées et enrichies. C'est ton domaine. C'est mon domaine. Je pourrais même vous montrer quelques exemples. Mais ça, en tout cas, le crowdfunding permet d'avoir des super éditions de livres que tu n'aurais pas forcément si c'était un livre classique, broché, basique, qui sont très très beaux aussi. Mais vous avez souvent des versions reliées, comme celui que je vous montre, qui a les petites encornures, le petit jaspage argenté. Là, on est carrément sur, si je vous montre l'intérieur du livre, ici étant magnifique, voilà, de toute beauté. Vous pouvez avoir des éditions comme ceci. Vous pouvez avoir des éditions comme celui-là, qui est magnifique, c'est tout. C'est ultra embelli. Ou vous pouvez, souvent les versions reliées sont un peu plus chères, mais vous avez aussi les versions brochées. Je vous montrais Grimoire et Chaussette, où il est basique quand vous le regardez comme ça, entre guillemets, mais vous avez des cartes ou des dessins à l'intérieur. Vous avez une autre petite carte. Vous avez des petits dessins au niveau des chapitres ou autres, etc. Donc, ça permet vraiment de faire des éditions magnifiques, déjà au niveau du livre, que ce soit le brochet ou le relié, en fonction de ce que vous voulez. Ça permet d'avoir des illustrations, ça permet d'avoir des dés par centaines. Il y en a partout. J'ai carrément dû acheter un sac sans fond pour m'aider. Vous pouvez avoir aussi plein de... ça permet d'avoir une carte qui des fois sera plus étoffée ou en couleur. Ça permet d'avoir énormément de choses qui vous disent ok, ce livre-là, il est spécial, j'ai envie de l'afficher dans ma bibliothèque et il n'en sortira jamais. Jamais. J'ai tout dit, je crois. Oui.
Ah si, j'en préciserai aussi qu'en plus de cette magnifique édition, vous avez souvent l'e-book fourni quand vous achetez le brochet ou le relié. Et ça, c'est trop bien. Parce que du coup, souvent, il y a le côté objet. Et t'as pas envie de le trimballer partout parce qu'il est trop beau. Ouais, ça met. Ben, il y a des livres que je peux lire qu'à la maison. Alors déjà, si je prends par exemple mon intégrale, alors je l'ai pas ramené parce que là, si je la pose sur le bureau, là, tout le monde me tue. Mais j'ai l'intégrale du cycle de la Lune qui fait quelque chose comme 3500 pages, qui est un pavé format A5, épais comme as. C'est un marteau, le truc. Et il est magnifique, ce bouquin. Ou la superbe édition collector que m'a offert Calcifir du Roi en jaune, sur lequel il y a des lettrines jaunes partout, des dorures avec des illustrations cosmico-horrifiques qui sont absolument formidables dans ce bouquin. Mais jamais je le sors de chez moi, ce livre. C'est un objet de collection. Je ne peux pas sortir un truc aussi beau. J'aurais trop peur de... Mais je corne une page, je me tire une balle. Voilà. Donc l'e-book est ultra apprécié. D'ailleurs, petite dédicace, Arcane, vous qui sortez toutes les éditions de Cthulhu, à chaque achat du livre, vous foutez un code qui permet de récupérer gratuitement les PDF de vos jeux de rôle. Vous êtes mes dieux sur Terre. Je vous vénère pour cette pratique qui, pour moi, est juste géante. Franchement, merci. Vous êtes des gens bien. C'est trop bien, sans déconner. Je vénère une autre maison d'édition pour ça, qui est les éditions Bookmark, ou pour la plupart des achats que vous faites en direct depuis leur site. Si vous passez par la librairie, c'est plus compliqué, mais si vous faites directement depuis leur site web et que vous avez un compte chez eux, vous avez l'e-book fourni gratuitement aussi, dans 85% des cas. Et bah, ça en vrai, c'est trop bien. Honnêtement. Ouais, ça. On aime les e-books gratuits. Bah oui. Et excusez-moi, j'ai dit Arcane. Non, pardon, c'est Chaosium. C'est Chaosium, les génies. Excusez-moi. Pardon. Arcane, vous êtes bien. Par contre, vos délais de crowdfunding sont beaucoup trop longs. Vous abusez. Chaosium, par contre, franchement, des bisous à vous. Hein, je suis Kenny Reeves. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on continue. Avec les goodies. Ah bah tiens, vas-y, ça c'est pour toi aussi. Même si bon, moi je suis concerné de balle, hein, vu le nombre de bordel. On est tous concernés, mais en plus d'avoir une magnifique édition du bouquin, pour la plupart du temps, ou alors la version classique si vous n'avez pas trop de moyens, dans tous les cas, vous pouvez aussi avoir des goodies. Certains goodies font partie des contreparties que vous achetez. Certains goodies sont des bonus de palier qui augmentent au fur et à mesure en fonction de comment évolue le financement. Vous pouvez avoir des cartes, des prints, des lettres de l'univers, vous pouvez avoir des marque-pages, vous pouvez avoir des stickers, vous pouvez avoir des dés, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. Moi, j'ai eu quoi ? Des battle maps, des écrans de MJ pour le jeu de rôle. Les cartes de l'univers, c'est plutôt rare, mais c'est trop cool en vrai. Big dédicace, bien sûr, à Shane pour son univers, vu que tu as les cartes de l'univers. Il y avait même un poster immense de l'univers, c'était trop bien pour avoir la carte. Vous pouvez avoir quoi ? Vous pouvez avoir des tote bags, vous pouvez avoir des mugs, vous pouvez avoir des verres en plastique là, des Geco Cup, vous pouvez avoir du chocolat. La dernière fois, j'ai eu une cuillère en chocolat à mettre dans ton chocolat chaud. Ça, c'est rigolo. Vous pouvez avoir des bracelets, j'ai eu des bracelets aussi. Vous pouvez avoir tout. Des porte-clés, tout ce qui peut passer par l'idée de l'auteur qui va dans l'univers de son livre. Dans un des livres que j'avais acheté en salon, mais j'ai eu avec une fausse page de journal dans l'univers qui était fournie avec les crowdfunding à l'époque. J'en ai eu un cool là, c'est pour les suppléments de Pirateborg, vu que c'est basé encore une fois sur Pirates des Caraïbes. J'ai eu des pièces qui sont inspirées des pièces maudites de Pirates des Caraïbes, et comme il y a une mécanique de chance du diable, c'est des deux, normalement vous lancez un des deux, et du coup c'est des pièces, un des deux. Donc en fait vous avez une face sur laquelle il y a le diable et une face sur laquelle il y a le symbole des pirates qui définit si c'est un ou deux, si vous avez de la chance du diable ou pas. Et c'est génial parce que du coup, l'objet fait sens dans l'univers, il sert au jeu en même temps, et si vous avez besoin d'une pièce pour un autre jeu, bah vous avez une pièce. Donc, trop bien. Je crois que la régie est jaloux, j'ai vu une pièce. Ouais. J'ai des dés aussi qui sont livrés avec, qui brillent dans le noir, et un écran de MJ sur lequel il y a des navires pirates, et il y a un navire pirate fantôme, un peu comme le navire de
comment il s'appelle, de Davy Jones. Et ce navire-là, il brille dans le noir. Il est fluorescent. Oh. C'est trop cool. Qu'est-ce qui que me note Fluorescent, non? LOL, ouais, merci. J'ai une imprimante 3D. C'est pour tout compenser. Maintenant, l'imprimante 3D, c'est magique, ça. Mais oui, mais c'est trop bien. Des bagues de lecture aussi, je crois qu'il y en a beaucoup dans le milieu de la littérature. Oui, j'en ai une dans mon dernier colis. Bah voilà. T'as tellement de trucs. De toute façon, si vous aimez les goodies, ne tombez pas dans le piège du Ulule. Vous allez accumuler tellement de choses. C'est parfait pour les collectionneurs. Il n'y a plus de place à la maison, il n'y a plus de place sur mon mur de print, parce qu'à force de collectionner des prints, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dans mon pot à marque-page, parce qu'à force d'avoir des marque-pages dédiés au bouquin, et il n'y a plus de place. Et j'ai un classeur de stickers où j'ai une page entière de stickers liés au bouquin. Enfin, voilà. J'ai des figurines à plus savoir qu'en faire. Non, tu as des dés. Pourtant, j'en parle. Les dés, n'en parlons pas. Les dés, je crois que j'ai de quoi animer 4 tables de Warhammer à moi tout seul, le nombre de dés que j'ai. Du coup, ça, c'est les trucs mignons, mais ça a quand même une petite limitation, enfin, une délimitation. Et il faut les garder un peu, parler un peu négatif pour rester un peu réaliste. Déjà, la construction des paliers de financement, ça ne reflète pas toujours les dépenses réelles. J'ai connu des projets qui ont dû changer à la fin, après le financement, des choses parce que les coûts sont pas forcément très bien mesurés, surtout que des fois, les gens ils font les calculs tout seuls et ça reste un métier d'estimer des coûts de production. Donc, entre les frais d'impression, les coûts d'expédition, les commissions de plateforme, puisqu'ils prennent leur com, faut pas déconner, la rémunération des artistes, les imprévus logistiques, le budget final qui dépasse les montants affichés. Des fois, trop de budget aussi, trop de dons, ça peut foutre le bordel parce que la personne se dit trop bien, on a plein d'argent, on va pouvoir faire plein de trucs cool. Ouais, sauf que du coup, il y a des dépassements de budget, des tristes histoires aussi qui sont arrivées. Ça peut créer un décalage du coup entre l'objectif annoncé et les véritables besoins. Du coup, ça impose des fois à l'auteur d'absorber une partie des coûts ou de devoir les dépenser lui-même au début, avant que l'argent soit débloqué, ou à revoir ses ambitions à la baisse. Ça demande une énorme autonomie de la part des gens qui veulent pratiquer l'auto-édition. Et mon chat est en train de jeter un des 20. Et dans le chat, on nous parle aussi de, par exemple, la Poste qui augmente ses frais tous les ans. Parce que si tu fais ton crowdfunding en fin d'année, tu le fais avec des frais postaux. Et si tu envoies tout à l'année d'après, tes frais postaux ne sont plus les mêmes, par exemple. Qui est arrivé à un financement qu'on connaît. Pénurie de matériaux aussi qui peut arriver, qui fait que tu retardes tout ou alors que ça coûte plus cher. Des imprévus qu'il faut prévoir dans son financement. En effet, c'est une pratique très faite des grosses maisons qui font un truc en mode oui, on prévoit pour mars-avril et en fait, ça finit juste avant décembre parce qu'ils se sont dit au moins on a 6 voire 9 mois de manœuvre au cas où on doit changer les frais postaux à la fin de l'année et qu'on évite les changements de frais. Donc, malin d'un côté bref, débilement prévisible de l'autre. Enfin bon. Voilà, c'est donc l'auteur, du coup, il doit devenir lui-même, en plus d'être auteur, communicant, logisticien, comptable, chef de projet, service après-vente, parce que j'ai suivi des auteurs post-production qui présentaient en photo leurs bouquins qu'ils stockaient dans leur piole, parce qu'il faut bien les stocker quelque part et qu'ils n'ont pas forcément un endroit désigné exprès pour. Donc, il faut prendre un peu sur soi. C'est un projet personnel qui demande de l'investissement. Voilà, ça peut être une charge lourde, surtout pour un créateur qui souhaite avant tout à écrire au final. Ça demande donc une rigueur et une endurance qui ne convient pas à tous les profils. L'autre difficulté, qui est peut-être une des plus grandes, c'est la gestion du temps et de l'énergie. Ça porte un coût sur les personnes quand même de gérer un projet, surtout quand c'est un projet à succès à grande échelle. Ça a une idée romantique d'un projet qui est soutenu par une communauté, mais du coup, ça a aussi un tribut, c'est-à-dire d'avoir une présence constante, de toujours communiquer, répondre aux messages, animer les réseaux sociaux, les visuels, relancer la campagne, gérer les imprévus. Tout ça, il faut le rajouter au travail d'écriture qui peut rapidement devenir épuisant. On y ajoute une charge logistique une fois la campagne terminée. Donc, préparer les impressions, les bons à tirer. Exactement. Tout à fait. Les erreurs aussi, les erreurs d'adresse, les pertes, prévoir un surplus de production pour les dégradations. Ça m'est arrivé 2 fois.
sur 2, notamment un français pour le coup, qui était la 2e édition de Brigandine, sur lequel les 2 livres, qui sont des beaux livres au format 4, hein, ils sont arrivés complètement scratchés, dédicace à Wesley qui a récupéré mes versions fracassées. Voilà, je lui ai offert, parce que l'auteur, il a été super sympa. Je lui explique, je lui envoie une photo, vous avez besoin de justification, je vous les renvoie. Il dit non, je t'en envoie de nouveau. Voilà. 2 semaines après, j'en avais 2 impec, donc je les avais 2 fois. Donc voilà, j'ai filé mes abîmés à quelqu'un, mais... Oui, c'est des imprévus à prévoir, clairement. La poste, quoi, les livraisons. La poste, ouais. Ça devient un second métier, notamment j'avais suivi un projet de quelqu'un qui avait beaucoup de passion dans son projet de jeu de rôle, de faire un petit zine, alors que c'était un petit zine de genre 30 pages, et prévoir de faire des dédicaces pour les couples de Unity. Ouais, pour le troll, en gros, on a certains des mangas qui sont dédicacés à Typo, alors qu'ils étaient pour nous 2, et là, le dernier Sacré Étrange est dédicacé pour Naitis, alors qu'ils étaient pour nous 2, et du coup, tant pis. Il faudra lui dire sinon, si vous voulez ramener, il me dit, s'il te plaît, tu peux rajouter pour Naitis et Typo, et pour Typo. Ouais, mais ça fait un gros truc à emmener à chaque fois. On fera gaffe sur les prochains. Du coup, voilà, il y a un risque émotionnel. J'ai déjà vu un auteur expliquer que son petit zine de 30 pages, c'était son rêve de sortir un truc. C'était un premier test pour lancer dans le 2 édition. Il a terminé son truc avec 1 an et demi de retard. Il a dit, je suis fracassé. J'ai pensé qu'à ça pendant 1 an et demi. Ça m'a causé des problèmes familiaux. J'y retourne plus jamais. Ça fait un peu mal à lire. C'est énormément d'investissement, en fait, de partout. Pour la personne qui le fait. Ouais, et pour ceux qui atteignent pas leurs objectifs, ça peut être dû par un échec personnel, alors que c'est pas forcément un manque de talent ou un manque de qualité d'écriture ou même de production. Ça peut être un problème de timing, de visibilité, de stratégie. Et c'est une pression qui peut être compliquée si votre projet, c'est un projet qui est très intime ou très personnel. Ouais. Clairement, faut devenir un super community manager. Ouais. Pour que le projet fonctionne en général, il faut être visible et reconnu et connu pour que ça avance. Après, tu peux avoir financé ton truc et derrière, ça ne passe pas derrière à cause de fournisseurs et du coup, ton projet est à l'abandon et tu rembourses tout le monde, comme nous le dit Typo dans le chat. Ouais. Olé. Adieu Rumble Planet. Oh, si on devait citer le nombre de projets Ankama qui sont tombés à l'eau, honnêtement, on pourrait en faire une liste très longue. Hein. Ils ont plein de bonnes idées, mais des projets qui se sont plantés, il y en a plein. Et je dis pas ça parce qu'ils sont mauvais. Non, franchement, Kama, ils font des super trucs. Mais c'est vrai qu'ils ont... C'est une maison d'édition à risque en Kama, c'est marrant. Hein. Ils ont des univers de qualité, mais il y a des trucs qui se plantent. Alors, est-ce que justement, il y a des problèmes de communication, de trucs comme ça, de gestion de projet? Je sais pas du tout. Et du coup, en miroir à ça, alors, on va faire moins long, mais il y a les crowdfunding des grosses maisons. Là, vous avez des plutôt gros côté JDR, moins côté littéraire. Ouais, en effet. Comme l'a dit Naitis, côté littéraire, on va plus être sur de la précommande qui se pratique encore côté jeu de rôle. Quand je l'ai signalé là, par exemple pour la gamme Seigneur des Anneaux, on est vraiment sur une gamme purement de précommande. Vous avez des goodies, mais ils sont dans des boîtes de départ, des boîtes d'initiation qui sont plutôt à catégoriser dans les boîtes de jeux qui se vendent mieux aux États-Unis que les jeux de rôle en livre qui ont encore cette image de livre. C'est marrant, ça nous rappelle un peu le délire jeux vidéo et jouets des années 90 qui aujourd'hui se répercute encore aux États-Unis avec le livre, c'est un livre, c'est pas un jeu. Du coup, le jeu de rôle, ils le vendent au rayon des jeux de plateau avec des boîtes de jeux. Avec des boîtes, ouais, ok. Elle adore m'aider. Elle est en train de se taper un kiff avec m'aider. C'est une chatrolliste. Donc, les grandes maisons, ils peuvent utiliser le crowdfunding, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Par contre, clairement, comme le dit Naitis, si on prend l'exemple du jeu de rôle, on est vraiment sur des moyens et des échelles complètement différentes. Alors, c'est bête parce que j'ai pas d'estimation de leurs besoins sur Blasphemous parce que ça aurait été un cas intéressant de vérifier le coût pour Blasphemous parce que comme en plus c'est un jeu à licence, souvent ça atteint des sommes qui sont assez délirantes. Mais je vais vous en prendre un là au pifomètre. Alors pas le dernier Dragonbane parce que c'est des figurines, donc là pour le coup c'est un coût de production énorme vu que c'est du plastoc. Si Kickstarter... Kickstarter m'a acheté. Bon.
Tipo te demande l'exemple de Peril and Princesses. Alors, Perils and Princesses, c'est un bon exemple que je vais prendre. Par contre, c'est vrai que c'est pas un gros jeu. C'est vraiment un. Hop, donc Perils and Princesses. Hop. Si je prends, on va prendre Vengeance sucrée là, par exemple, qui est le dernier. Il est à peu près aux alentours de ce qu'il demande pour NetEase, hein, c'est 3 000 € pour la version française. Sachant que la version française, elle est reliée, elle est plus belle que le jeu original. Ça, c'est un petit jeu. Hein. Par contre, si je vous prends un gros projet, comme tiens, Sviland, je fais exprès de prendre un très gros projet, qui est un projet du coup de financement d'un gros supplément pour une campagne de jeu de rôle pour la 5e édition de Donjons et Dragons. On est sur 10 000 livres sterling. Donc on est sur livres en euros aux alentours de 13 000 €, un truc comme ça. Donc déjà on a multiplié par 10. Non, on a déjà multiplié par 10, sachant que c'est pas une grosse licence. Qu'est-ce que j'ai en stock? C'est marrant, je vois pas. Ah oui, non, afficher plus d'engagement. Voilà, c'est déjà un peu mieux là. Si je rajoute des trucs, oh là, le HTML et le code derrière qui ont du mal. Là, j'ai un projet à 142 livres. C'est marrant, je sais pas pourquoi il me met tout en livres sterling là. J'ai un projet à 142 000 livres récoltés encore une fois sur 10 000 pour un petit livre qui ressemble à ça. Qui ressemble à celui-là. Ah oui. Donc voilà, alors oui, par contre c'est Ronin Descensu et c'est pareil, ce sera art heavy, donc avec beaucoup de dessins à l'intérieur, puisque c'est un truc issu de Morkborg et que cette gamme-là, elle a globalement, c'est 99% de dessins et c'est un effet de style sur une page que de mettre que du texte. Donc c'est un délire en soi, du coup c'est très cher à produire dès que ça dessine beaucoup, hein. Honnêtement, c'est ça le souci. Si je prends un gros éditeur, donc Free League pour citer, et que je prends Vaesen, qui est la dernière extension de Vaesen, donc la Cité des Cauchemars et les Carpates Mythiques, on est sur un budget demandé de 250 000 couronnes suédoises. Ok. Je fais la conversion parce que la couronne suédoise, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, une couronne suédoise. Voilà. Mais pour info, 250 000 couronnes suédoises, ça fait quand même 23 000 €. Oui, donc par rapport au petit Peril and Princesses, voilà. Peril and Princesses, extension, un livre qui fait la taille de livre original. Donc du coup, on est sur le même type de... Alors, en sachant que la version à 1 500 € que je vous ai montrée là, c'est la version reliée française. Donc, ils payent. Alors, certes, ils payent pas le layout et tout le bordel. Par contre, si, ils payent un layout parce que du coup, avec une traduction, il y a un layout. Mais en effet, ils changent le layout. Donc, ils ont des nouveaux artistes, de nouvelles à reproduire, une nouvelle première, 4e de couverture parce que c'est un relié rigide plutôt qu'un format fascicule comme j'ai, et en plus des dorures supplémentaires et un jaspage. La totale. 1 500 balles. Là, on est sur 23 000 balles. Alors oui, du format A4, rigide, avec un papier, avec un effet granuleux et tout, qualité, et Johan Egerkans, qui est dessinateur de métier, qui vend des prints à 120 € le print, voilà, qui est un artiste de renom. Ça chiffre, mais ça donne un cachet à la gamme. Par contre, voilà, on n'est pas sur le même ordre d'idée. Donc, eux, quand ils proposent un truc avec un objectif à 23 000 €, en fait, ils savent très très bien qu'ils vont en récolter peut-être au minimum 50 à 60 000. Donc, bizarrement, quand on regarde les paliers, on voit que les premiers paliers qui nous intéressent, ils sont très logiques et ils sont déjà prévus dans la production depuis très longtemps. En fait, c'est presque des campagnes de préfinancement ou pour tester des réimpressions ou pour pouvoir toucher un nouveau public en proposant des éditions collector à grande échelle. Ça sert souvent de précommande massive, de l'UV marketing ou éventuellement de preuve de demande avant de faire un gros tirage. Ça marche aussi pour le jeu de plateau, ça. Et en fait, du coup, ils mobilisent des ressources logistiques et artistiques en fait, qu'ils ont déjà. Parce que si je reprends l'exemple de Vaesen, qui du coup est de Free League, bah en fait, certains des artistes, les gens qui s'occupent du layout,
c'est les gens de chez Free League qui s'occupent aussi de la gamme Alien, de la gamme The One Ring, de la gamme, de toutes les autres gammes de Free League. Donc, ils ont déjà les effectifs, le personnel, les compétences. C'est des gens qui sont formés. Ils n'ont pas besoin de payer un tiers, parce que quand vous payez un tiers, vous vérifiez ses états de service, vous faites un test, vous faites un tirage test pour vérifier qu'il ne fait pas de la merde. Là, ils savent qu'ils ont déjà toute la logistique et la pratique derrière. Oui. Voilà. Et du coup, ça génère des distributions beaucoup plus larges, avec des campagnes à tirage industriel. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure pour Marc Lévy. Industriel. Donc, distribution large, ça réduit le risque d'épuisement des stocks. Ils ont une grosse visibilité parce que ils ont des relais médias. Hein. Ils font leur pub sur Internet, mais pas que. Éventuellement sur leur site à eux, qui a de base une visibilité, sur les autres sites qui relaient des informations d'ouvrages. Et puis nous, modeste Resto Geek, on sert aussi de pigeon voyageur, mais il n'y a pas que nous du coup. Tout est professionnalisé au final. On n'est plus sur quelqu'un qui fait son petit truc dans son coin. Ouais, c'est vraiment c'est soit pour être sûr de vendre le stock, en fait, en mode, je fais tant de stock parce qu'on m'a demandé tant de stock, et comme ça, t'as pas de restant. Ce qui peut être pas mal de leur côté. Soit pour faire des tests, principalement. Et alors, Thibaut pose une bonne question. Il demande si c'est pas mal ça en vrai. Et c'était un peu ma conclusion en vrai. C'est marrant, c'est le pré-shot. Incroyable. Ton avis, Nighties, est-ce que c'est mal ? Le crowdfunding en soi ou juste les grandes maisons ? Non, parce que je pense que le crowdfunding en soi, je pense qu'on sera d'accord, toi et moi, pour dire que c'est pas un mal. C'est juste une manière différente de pratiquer, de communiquer et de consommer au final. Et de consommer, ouais. Ça, on est d'accord. Mais... Par contre, niveau grande maison comme ça, c'est presque mal. Dans le sens où je préfère côté littéraire où ils font une précommande, point. Que là, du coup, ils utilisent un peu l'émotionnel du crowdfunding, que je trouve que t'as, pour te faire casquer encore plus, niveau budget. Alors, c'est pas faux. Par contre, maintenant, je vais te citer un exemple, juste pour qu'on rigole 5 minutes. Ouais. Si je te prends Free League. Free League, ils ont commencé, justement, c'était une petite maison d'édition suédoise, et ils avaient qu'un jeu, qui aujourd'hui est devenu un peu légendaire, qui s'appelle Mutant Year Zero. Donc Mutant Year Zero, c'était leur toute première gamme. C'est devenu tellement connu qu'ils ont carrément sorti un jeu vidéo et ça a été un de leurs premiers jeux de rôle qui a même été envoyé en Europe. Donc eux, petits Suédois, ils produisent un jeu qui n'est traduit qu'en suédois à la base, Mutant Year Zero, et ils font un crowdfunding pour pouvoir l'étendre à l'international et dans un premier temps au moins prévoir une version anglaise. Voilà. Ça, c'est cool. Voilà, on est sur une petite maison d'édition. C'était des professionnels quand même, hein. Mais petite maison d'édition, se lance dans l'univers du jeu de rôle. Voilà, en face, il y a le titan, le monstre Donjons et Dragons, tenu par le Colossal Wizard of the Coast. Enfin, un truc imbattable. Mais ils essayent de trouver une niche. En plus, ils ont une proposition un peu particulière. Ils se situent pile poil à mi-chemin entre la vague OSR qui tente de faire du neuf avec du vieux et Donjons et Dragons qui est vraiment le truc baston par excellence. Et ils sont pile poil entre les deux, avec un truc post-apo. Réussite colossale du projet. Aujourd'hui, là, on est quelque chose comme 10-15 ans plus tard, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mutant Year Zero, c'est une gamme de 8 bouquins, un jeu vidéo, je crois même qu'il y a des romans, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont sorti un de mes jeux de rôle préférés, du coup, qui est Forbidden Lands. Ils ont sorti VSN, ils ont commencé à passer des contrats, ils ont Alien, ils ont... alors, c'est du cyberpunk, mais c'est le truc du film Blade Runner. Ils ont The One Ring, donc ils ont accès officiellement au Seigneur des Anneaux, et ils viennent de récupérer ils ont récupéré les droits pour Dragonbane, qui est le tout premier jeu de rôle suédois, qui était contemporain de la première édition de Donjons et Dragons, quand même. Ils l'ont refait entièrement pour en faire un gros jeu de rôle à succès, qui déboîte, et je suis en train de faire une campagne tous les mois dessus, et c'est un super jeu. Mais tout ça, tout ce que je te cite là, à part sous la licence, The One Ring n'est pas passé par une campagne de financement. Par contre, Alien et Blade Runner l'ont fait. Tout
passe par des campagnes de financement. Parce que ça a commencé comme ça. Bien ou pas bien? Là, j'ai envie de dire bien, dans le sens où en fait, c'est leur façon de faire, ils ont appris comme ça et c'est leur marque de fabrique, on va dire. Mais pourtant, les prix ont augmenté. Et si tu prends Alien, c'est une hydre de tête. C'est marrant parce qu'Alien, ça a été une transition, parce que c'est une hydre de tête, Alien. Le jeu a été financé en financement participatif, mais au lancement, ils ont sorti une précommande pour la campagne qui servait de la kickstarter le jeu. Mais la campagne, je ne sais pas pourquoi, elle ne faisait pas partie du financement original. Une étrange idée de tête. Et The One Ring, rien du tout. The One Ring, je pense que ça doit être lié à, je crois que c'est Universal qui a les droits. Donc du coup, The One Ring, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est cadré et c'est que des précommandes sur leur site. Par contre, The One Ring, je sais que c'est un succès énorme. Et pour l'anecdote, la série a tellement de succès qu'on a un supplément exclusif officiel en France de VSN. C'est-à-dire il y a un supplément du jeu spécial qui n'existe que chez nous. Et c'est officiel. C'est pas un truc fait par des petits fans qui ont eu un accord. C'est officiel. Tipo nous dit, imagine si Nintendo fait un crowdfunding. Ouais, là, ça me dérangerait. Crowdfunding. Attention, je vais faire rager Tipo. Crowdfunding Pokémon. Rager la régie. C'est pas bien, mais le problème, c'est les gens. Faut pas financer les entreprises, mais les débutants pour moi. Les gens font pareil avec les précommandes de jeux. Oui, les précommandes de jeux. Et honnêtement, Nintendo, ils nous ont fait un peu le coup avec les précommandes de Xenoblade, ce qui était une honte. Vu qu'ils avaient fait ça uniquement sur leur site Nintendo, ils avaient fait pareil avec, comment ça s'appelle, Bayonetta. Et en fait, vu que leur site n'était pas capable d'absorber le flux des gens, ils avaient prévu, je crois pour Xenoblade 3, 500 copies. 500 copies pour un jeu qui a fait des millions de ventes. Et ensuite, en France, ils ont vendu la collector, mais le jeu était sorti avant, donc ils ont vendu la collector sans le jeu dedans. Quoi? Ouais, débile. Bref, mais en gros, c'est pas le sujet. Pour résumer, c'est 80% des grosses maisons d'édition qui font des crowdfunding, c'est le mal. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, ils ont déjà tout ce qu'il faut, tout le budget. Pourquoi tu vas polluer un truc qui sert à faire monter des petits, on va dire. Mais il y a certains cas peut-être particuliers de petits qui ont démarré comme ça et qui gardent une partie de leur gamme de cette façon-là, un peu historiquement. Mais faut pas qu'ils abusent sur les prix non plus, parce que c'est pas parce qu'ils sont gros qu'ils doivent faire payer 10 fois plus un truc. Les prix ont un tout petit peu augmenté pour la gamme Free League, mais honnêtement, Free League, on reste quand même autour sur des livres A4 de très grande qualité, je trouve, aux alentours de 40 € par livre pour des grands livres. Et ces prix-là sont cohérents sur les Kickstarter. Ça reste des Kickstarter qui sont très abordables. Je ne sais pas comment ils font physiquement. Est-ce qu'au final, grâce à leur vente à l'international, et la vie en Suède est moins chère? Je ne sais pas, pour moi, la Suède, c'est un pays avec un coût de la vie assez fort. Mais en tout cas, leur modèle économique fonctionne. Et moi, je suis content qu'ils continuent sur Kickstarter. Mais est-ce qu'au final, ce n'est pas une exception? Parce que je suis d'accord avec toi. Il y a des gros producteurs, je vais citer Common, qui fait du jeu de plateau globalement, et ils utilisent Kickstarter pour financer des énormes productions de beaucoup de figurines. Sauf qu'on est sur des Kickstarter qui peuvent dépasser 600 balles. Oui. Et des fois, ils en font 4 par an. Donc imaginez, vous êtes fan de la gamme, ils sortent 4 jeux, ils ont sorti notamment un jeu qui est très connu qui s'appelle Zombicide, et du coup les gammes associées, Massive Darkness, et Black Plague qui est Zombicide en Medieval Fantastic en gros. Et tout ça, c'est livré avec, je sais pas, 400 figurines, sauf que du coup, vous êtes sur des trucs à 600 balles. Imaginez claquer 600 balles par an pour suivre une gamme. Enfin, 600 balles 4 fois par an pour suivre une gamme. Non, mais non. Si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Moi, je les ai pas. Mais c'est comme niveau édition, bouquin classique, financer une auto-édition, aucun souci. Financer les petites maisons d'édition qui te disent le brochet, il n'y a aucun souci, il sortira, l'e-book qui sortira, il n'y a pas de souci, mais on fait un crowdfunding pour une édition collector, limitée, point. Ça, c'est cool. Par contre, tu me dirais Brad Gellon, Michel Lafon, peu importe, une grosse maison d'édition te fait un crowdfunding. Non, en fait, aucun intérêt. Fais-moi une précommande avec des goodies si tu veux, mais il n'y a pas d'intérêt. Je vais répondre à une une remarque de Tipo, parce que je n'ai peut-être pas la science infuse, mais j'ai peut-être une piste de réflexion. Il dit, je reviens sur Rumble Planner, d'après Nico et Matt, ils ne savent pas trop pourquoi ça a été annulé. Ça parle peut-être de l'export US, là c'est Ankama qui ne s'y retrouve pas financièrement. Alors,
il vient de nous arriver à Calcifir et moi un truc qui nous a fait un peu mal. On avait commencé il y a quelques mois à suivre une nouvelle gamme de jeux de cartes à jouer type Magic qui s'appelle Altered. Et on l'a beaucoup aimé. C'était une proposition originale, c'est-à-dire que c'est contrairement à la plupart des jeux, Final Fantasy, Magic, même l'Orcana, l'objectif n'est pas de se foutre sur la gueule, mais de créer des expéditions qui doivent être plus efficaces que l'expédition du joueur adverse pour avancer sur un panneau et arriver le premier à destination. Donc c'est un jeu de cartes d'affrontement, mais non violent. Et je trouvais le concept super cool, parce qu'en gros, tu peux rarement pourrir les cartes de l'autre, c'est juste qui va jouer le plus intelligemment son tour. Les cartes étaient cool, basées sur tous les univers fantastiques, c'est-à-dire que du coup vous êtes dans un espèce de multivers de l'imaginaire dans lequel vous allez avoir les 1001 nuits qui vont croiser Alice au pays des merveilles. Donc il y avait plein de petits personnages inspirés. Bon, ils ont pris des personnages du domaine public pour faire leur gamme, pas de souci. Les cartes sont quali, les dessinateurs sont quali, pas de problème. Jeu cool, petite communauté, début solide. Un financement participatif pour lancer le jeu qui est 100% français. Voilà. Donc, création des cartes, ils expliquent que pour les financements participatifs, ils sont obligés de faire les impressions en anglais parce qu'il faut qu'ils vendent partout pour faire du chiffre. Par contre, ensuite, les cartes sont traduites en français. Pas de souci. Pour suivre la gamme, il y a une application, donc vraiment tout est fait correct. Moins d'un an plus tard, ils font un financement participatif pour une première extension. Gros succès, fonctionne bien, même système opérationnel. Ça marche. Jusqu'ici, ils expliquent que ça se passe bien, qu'ils prévoient déjà une deuxième, une troisième, une quatrième extension. Même délai, deuxième extension. La troisième extension, elle a été faite vers novembre de l'année dernière. L'extension d'après, leur financement participatif a commencé, je ne sais plus si c'est à la mi-janvier ou à la début février de cette année. 3 mois plus tard. C'est excessivement tôt. Et donc là, pour répondre ou du moins trouver une piste éventuellement à ce que tu me dis, c'est qu'en fait, ils avaient récolté à peu près ils demandaient 50 000 € pour faire leur gamme, leur dernière extension. Ils en avaient récolté 75 000. Le projet était donc un succès. Le projet précédent ayant réussi à récupérer quand même 3 millions d'euros. Beaucoup. Oh. Ils ont expliqué qu'en rajoutant les financements des sponsors qui ne sont pas dans le Kickstarter. Ah, c'était pas le Kickstarter, c'est un Game of Hamilton, mais bon, on s'en fout. Qui n'étaient pas dans le financement participatif. Ouais. Voilà. Ils arrivaient à entre 1,3 million et 1,5 million. Et ils expliquaient qu'en fait, leur objectif caché, pas l'objectif de la campagne, pour faire survivre la gamme et pour financer les gens qui produisent la gamme, c'était en réalité 2 millions d'euros. Et en gros, ils ont expliqué que là, Altered s'arrête. C'est fini. Le jeu de cartes est terminé. Alors, la communauté est d'accord pour dire que très mauvais timing avec ces 2 extensions rapprochées à 3-4 mois près. Enfin, même Magic ne fait pas des pratiques pareilles. Ils sont à 1 à 2 extensions par an, ce qui déjà te fait pas mal claquer ton fric si tu veux suivre le game quand tu fais du compétitif. Là, tous les 3 mois, c'est peut-être un peu abusé quand même. Et du coup, les gens n'ont pas le budget. Enfin, du coup, forcément, tu as des financements qui exactement. En plus, les gens qui vont sur ces financements-là, c'est pour acheter. Il y a quand même une majorité de communautés françaises qui, du coup, est en mode. Ouais, voilà, merci Thibaut, qui, du coup, rajoute le fameux un chapitre se clôt, qui est leur post pour indiquer que le jeu se termine. Donc, nous, on est un peu attristés parce qu'on avait bien ce jeu et on voulait le suivre. J'ai arrêté de jouer à Magic et tout pour suivre plutôt cette gamme-là. Et au final, ça s'arrête alors que c'était un projet français qu'on aimait bien soutenir, et en fait, on pense surtout que c'est un problème de timing. Ils ont mal géré leur timing, ils étaient déjà un peu serrés sur les finances, et je sais qu'en Kama, à chaque fois qu'ils sortent un projet, ils sont un peu serrés de la ceinture. Hein. On a l'impression que c'est ce mastodonte avec Wokfu et Dofus, mais on voit pas mal d'autres projets à la réduction quand même de la qualité de l'animation de Wokfu, qu'ils ont quand même moins de moyens qu'avant. Même si Wokfu reste une série de qualité, la qualité d'animation de la dernière saison n'est pas au niveau quand même de toutes celles d'avant. Mais tu dis, Thibaut, c'était à la base un projet de Nico et Matt, peut-être qu'ils auraient dû le faire sans en Kama, du coup. Ouais, mais du coup, justement, tu peux pas dire c'est un projet de Nico et Matt et imposer en Kama dessus. C'est un projet dans Kama, quelle que soit la tête pensante. C'est comme si tu me disais, ouais, Black and White, c'est un projet de Peter Molineux. Non, c'est un projet de Blackwater Games. Mais du coup, oui, le chef d'équipe, c'était Peter Molineux.
Donc, c'est pas Blackwater Games, c'est Lion Gates, pardon. Donc, c'était un projet de Lion Gates. Mais du coup, tout le monde retient le nom de Peter Molineux pour Black and White. Oui, mais Peter Molineux, c'est lui qui a sorti les idées. C'était un bon développeur, un bon chef de projet, tout le bordel. Mais bon, si on remercie pas tous les développeurs derrière, merci beaucoup pour Black and White. Hein. Donc, c'est pareil. Il peut y avoir des têtes pensantes, des gens de renom, passionnés ou ce que tu veux. Mais voilà, si au final, Ankama dit on chapeaute le projet, par contre, c'est sous réserve que ça nous rapporte quelque chose, au final, peut-être que ça les a desservis plus qu'autre chose. Parce qu'à Ankama, doit y avoir des gens en costume tout en haut qui disent ça risque de nous rapporter combien 10 000, pas intéressant, on va pas sortir une gamme pour gagner 10 000 balles. Oui. Et que le projet, du coup, comme tu dis, a une base avant d'être Ankama ou pas. Je pense que oui, Ankama leur a porté préjudice, du coup. Ce qui est dommage. Peut-être que ils auraient fait un truc moins poussé, mais qui aurait abouti. Peut-être qu'ils auraient fait un truc qui s'appelle Nico et Matt pour lancer le projet, et ils auraient dit voilà, notre objectif pour lancer le projet et faire un premier tirage d'impression, c'est 50 000 €. Et au final, eux, leur objectif à ce moment-là, en tant qu'indépendant, ça aurait véritablement été 50 000 €, quitte à ne pas avoir de bénéfices, juste le projet pour la fame, pour la gloire. Et peut-être qu'avec Ankama derrière, qui avait une attente, comme cette histoire avec Altered, peut-être qu'eux, ils étaient en mode, si vous demandez 50 000, nous, notre retour sur investissement, c'est au moins 200 000. Et du coup, s'ils n'ont pas fait ces 200 000 qui n'étaient pas visibles sur le financement, Ankama leur a dit, fin. Pas forcément méchamment, mais juste, business is business. Là, c'est pareil. Altered, ils expliquaient que les mecs étaient des passionnés et qu'au final, ces passionnés-là, ils viennent d'un monde de passionnés. Ils ont une première réussite sur leur premier projet et là, leur limitation dans le milieu sur leurs compétences professionnelles, vu que c'était ces passionnés qui dirigeaient le projet, elle s'est vue parce qu'ils se sont pas professionnalisés. Alors, c'est pas pour les critiquer, c'est juste peut-être qu'ils ont pas eu la visibilité, mauvais timing, des choix douteux. Je sais aussi qu'ils étaient avec Asmodée au début. Et du coup, être financé par Asmodée, ça leur aidait à éponger les pertes. Mais Asmodée, on le connaît bien, allez fouiller un peu sur Internet. Asmodée, c'est un vampire sans race qui aide les projets à se lancer, mais qui paye aussi son tribut sur les personnes. Par contre, du coup, ils se sont détachés d'Asmodée et au final, au prix d'un plus grand besoin personnel, et au final, ça n'a pas marché. C'est ça. Du coup, bien que le financement participatif était un succès et qu'absolument tout était prêt pour lancer, notre éditeur, sans plus d'explications, abandonne le projet. Honnêtement, je pense qu'on est en plein dedans. Franchement, je pense sincèrement que ça ressemble beaucoup à ce que je suis en train de dire et que ça ressemble beaucoup à ce qu'Altered est en train de vivre. C'est une histoire d'éditeur qui ne suit pas le projet. On est là-dessus, ouais. Ce qui est très dommage, mais du coup on en revient à financer les petits, les auto-édités, les toutes petites maisons, et essayer d'éviter les gros, sauf si vous voyez comme Free League du coup, où c'est un peu l'historique, c'est leur marque de fabrique. Parce qu'au final, c'est leur moyen aussi de communiquer avec la communauté, parce qu'ils savent que leur communauté est née sur cet environnement-là, que la communauté est sur cet environnement-là, et demain tu ferais une communication éditoriale classique, la communauté ne suivrait pas parce qu'elle n'a pas l'habitude de communiquer sur ce genre de réseau-là. C'est ça. Donc, à suivre sur ces trucs-là. Mais l'écrophonie, c'est cool, mais vous allez dépenser tout votre argent. Voilà, et vous allez finir avec plein de dés. Voilà. Et plein de stickers, marque-page, voilà. Et le chat qui joue avec les dés n'est pas vendu avec les dés, pour info. Avec sa maman. Et du coup, c'est la fin de notre article. C'est la fin de notre émission. Tristesse. 2 séries de cartes par an. Oui, je suis d'accord. 2 séries de cartes par an. Donjons et procrastination. Et voilà, j'ai cité ça à Calcifier quand on a vu la chute du projet. C'est marrant que Donjons et procrastination, qui au final a un système tarifaire bien plus agressif, dans le sens où en fait, pour la production, la qualité, même si la qualité des cartes est top, il n'y a pas de souci, mais pour la qualité du produit, le prix est quand même cher parce que tu sens que c'est un truc indépendant et que du coup, pour rentrer dans leurs frais, vu leur coût de production et tout, ils sont obligés de faire des trucs plus chers. Mais ça nous a donné envie de les financer un peu. Mais du coup, eux, ils survivent. Et ils ont expliqué que justement, il n'y a pas très longtemps, ils ont obtenu un éditeur pour faire plus de production et proposer Donjons et procrastination dans les magasins. Si ça, c'est pas cool. Voilà, si ça, c'est pas cool pour eux, quoi. Ils ont annoncé que du coup, ils allaient garder le même format, mais que leur prix allait baisser, mais qu'ils allaient pouvoir proposer leurs produits dans les magasins ludiques. Putain, ouais, les gars.
Sauf que là, ça se passe dans le bon sens parce que eux, ils ont tenté. Alors, je pense pas qu'ils étaient forcément plus malins. Ils ont peut-être fait différemment. Ils ont peut-être aussi eu plus de chance. Tomber sur les bonnes personnes, faire les choses au bon moment. Quelqu'un qui connaît un peu mieux. Voilà, peut-être qu'ils avaient des gens, peut-être qu'une des personnes du projet Donjons et Procrastination, c'est quelqu'un qui bossait déjà dans le milieu du cartes à jouer et qui disait le timing c'est celui-là, leur côté avec l'artiste et tout, ils sont restés dans leur truc de niche, ils allaient beaucoup sur les conventions, voilà. Altered, ils essayaient de jouer dans la cour des grands. Ils vendaient déjà dans les magasins, ils faisaient des événements, mais leurs événements, la Donjons et Procrastination, leurs événements, c'est ils sont sur les conventions, ils vendent leurs cartes, ils présentent leurs trucs, il y a une ou deux tables, mais globalement c'est pour jouer avec tes potes. Altered, c'était des concours. C'était le milieu de Yu-Gi-Oh, le milieu de Pokémon, le jeu de cartes. C'était peut-être trop rapidement, trop haut par rapport à leur. C'était une autre échelle. Ils ont choisi ça, ils ont défini leur cible. Notre cible, c'est de jouer dans la même cour que Magic the Gathering, que Pokémon, que Yu-Gi-Oh. Ok, pas de souci. Par contre, ouais, c'est un milieu qui peut rapporter plus, qui peut jouer différemment. Les cartes, par exemple, sont dans un format plus classique. Elles sont de très bonne qualité, tout le bordel, mais du coup, la concurrence est hardcore. Donc voilà. Alors que Donjons et Procrastination, ils sont dans leur petit coin avec leurs petites cartes, leur petit système de jeu en mode popcorn et leurs petits chiens rigolos qui sont en fait des plantes à peau. Enfin bref, voilà. Et la peluche est trop shoot. Et la peluche est trop shoot. J'espère qu'ils seront à Trolls et Légendes. Avec grand plaisir. Je pense qu'ils seront au Salon Fantastique, dans tous les cas. Ouais, le Salon Fantastique, on les recroisera, c'est sûr. D'ailleurs, il faut qu'on se fasse des parties de Donjons et Procrastination. Sur ce... Oh, vous savez quoi, on va ramener ça pour les soirées à Trolls et Légendes. Oh oui, vas-y. Allez, hop. Et sur ce, c'est la fin de notre émission. Neyty, je te laisse conclure. On a dérivé sur les jeux de cartes à cause du crowdfunding, mais c'était cool. Et j'espère que vous avez appris plein de trucs, que vous avez envie de soutenir plein de choses. Moi, je vais aller dépenser mon argent dans les quelques Ulule dont j'ai parlé au début du live. 7 objets dans la pile à lire. Au secours. Moi, tu m'as mis une saga de 20 000 arcs, là. Donc, pareil. J'ai rien fait. Voilà. Aussi innocent que la nuit sur l'œuf. Et dernier mot de mon côté, n'hésitez pas à venir faire un coucou si vous nous croisez lors des salons. On m'en repart. Pas de soucis. Et puis, un dernier petit mot de ton côté, Jonathan ? Villebrequin. Ça marche. Et dans le chat, l'argent est dépensé. Ah mais non, mauvais exemple, Villebrequin. Oui, il a raison. Saxophone, voilà. Ok, c'est mieux. J'approuve. Voilà. Et argent déjà dépensé ici, minimum. Parfait. Moi, j'adore. J'approuve. Objectif accompli. Nous, on peut pas le faire pendant le live, mais ça sera fait très rapidement derrière. Je propose, prochain concept pour l'émission, mettre un compteur sur lequel vous noterez si vous prenez des projets et on notera argent dépensé à cause de Mangeons Donjons Bouquin. Et on fera un compteur. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ou nombre de livres dans la pile à lire à la fin de mon plus 10. On va faire ça. Bonne idée du typo. La régie va s'en occuper. Il va aller créer les commandes et tout, vous n'êtes pas prêts. On adore. Bon, allez, sur ce, bonne fin de soirée. Dormez bien. Bonne nuit. À dans 3 mois pour un prochain craquage sur votre wishlist. Ciao. Exactement. Allez, bye.